Bonjour à tous, eh bien, il n'y a pas de barrage aujourd'hui, me revoilà. Merci d'être avec nous et d'être en direct de Canal 10 FM et de RHT, Radio Haute Tension. Nous sommes 3 aujourd'hui et c'est tant mieux. On est avec la jeune Kessia, bonjour. Bonjour Danick. On est avec notre ami Mendy, bonjour. Moi, vous allez dire, on est la vieille Mendy. Mais non, Mendy quand même. Mais non, mais non, on n'a pas encore tout à fait 50 ans, Mendy, je ne vais pas faire ça. Pas loin. Pas loin, mais enfin bon. Et sinon, eh bien, voilà, aujourd'hui, on va recevoir tout à l'heure le directeur de l'archipel, Gérard Poumarou. Pourquoi? Parce que l'archipel a subi, il faut le dire, les conséquences du cyclone, de l'ouragan Maria. Il y a quelques difficultés pour la programmation. Gérard Poumarou viendra nous rassurer un peu. Béatrice Perriot, en direct de Terre de Haut, où justement le bateau du même prénom, Béatrix, attention. Il y a Béatrice et Béatrix, et elle parlera de ce bateau qui justement a eu quelques soucis pendant Maria, et précisément des sauveteurs, on peut le dire, des marins ont permis à ce bateau de rester en place, et surtout ils ont réussi à sauver un jeune qui allait se noyer. Donc ça a nécessité à Terre de Haut quelque chose, une petite opération. Béatrice va nous parler tout à l'heure et surtout va nous donner des nouvelles de Terre de Haut. D'ailleurs, aujourd'hui, la région se trouve à Terre de Bas et Kessia Talon va nous dire pourquoi. Et puis, nous devrons recevoir aussi Paul Roy-Ormeau. C'est un artiste invité dans le festival Bleu Outre-mer. Et à la fin de ce ZCL, nous retrouvons notre rubrique Caraïbes, Amazon Caraïbes, avec Francette Rosamond, qui ne devrait pas tarder. Voilà un petit peu l'essentiel des invités, mais pour l'actualité, elle est un peu plus calme aujourd'hui. C'est Mendy et Kessia. Merci Danick. Effectivement, nous sommes donc le 24 octobre et voyons ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Et au cœur de l'information, l'UGTG s'est réuni ce matin. Il voulait donc faire un point sur la situation des travailleurs du peuple. Nous aurons tout à l'heure un récapitulatif en début d'édition. Et puis nous en parlions hier, la disparition de Mansoso ne nous a pas laissé insensibles. Cette grande dame donc de la culture qui nous a quittés, Monsieur Harry Chalus, lui rend un hommage. Et puis nous terminerons avec les jeunes petits, c'est la semaine du goût. Et bien des chefs se sont déplacés dans une école à Saint-François pour faire découvrir à ces jeunes de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs. Voilà pour ce qui est des titres et tout de suite on commence avec cette conférence de l'UGTG. C'était donc ce matin dans leur local. L'ensemble donc du syndicat a été rassemblé de manière à faire le point sur la situation de la population, la situation donc des travailleurs. On aura un récapitulatif dans un instant, mais je propose qu'on démarre tout de suite avec l'Observatoire des déchets. C'est Kessia qui nous fait justement le point, puisqu'il y avait hier une présentation des différents chiffres. On voit ça tout de suite à Kessia. Et donc oui, Mendy, effectivement, hier, afin de présenter l'édition 2017 des chiffres des clés des déchets de la Guadeloupe, le président de région a organisé en partenariat avec le département, l'ADEAL et l'ADEME un séminaire de restitution. L'Observatoire a présenté les tendances détaillées pour l'année 2016, les coûts liés à la gestion des déchets, les premiers résultats d'une étude sur les déchets d'activité économique et la situation de l'emploi dans le domaine des déchets. L'Observatoire des déchets de la Guadeloupe, créé à l'initiative de la région, du département, de l'ADEAL et de l'ADEME, édite annuellement un état détaillé de la gestion des déchets dans notre archipel. Cette édition a été également l'occasion de lancer officiellement l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets de notre archipel. Reportage Charlie Dagonia. Alors aujourd'hui, l'Observatoire des déchets publie sa 5e édition sur les chiffres clés des déchets. Alors après 5 années d'existence, on peut quand même faire un bilan. Il y a des points positifs. 85% des Guadeloupéens ont accès à du tri sélectif. Toutes nos décharges sont fermées et puis nous avons 2 sites d'enfouissement qui sont aux normes. Donc ça, ce sont les points positifs. Mais il nous reste énormément de points noirs qu'il faut surmonter. Le plus gros point noir, c'est que 68%
68% de nos déchets sont enfouis et 32% recyclés. Il nous faudrait inverser ce ratio pour entrer dans les normes européennes, mais plus qu'une norme européenne, c'est aussi une question de préservation de nos nappes phréatiques, de la biodiversité, de notre santé. Donc il faudrait qu'on puisse inverser ce ratio. Enfin, aussi, nous avons un problème sur le coût des déchets. Nous avons un coût qui est de 65% supérieur à la moyenne nationale. Aujourd'hui, nous payons 165 € la tonne de déchets par habitant et par an contre 89 € la tonne en métropole. Et enfin, nous avons aussi des infrastructures à mettre en place. 9 déchetteries qui sont actuellement existantes mais qui sont sous-utilisées. Donc nous avons un gros travail de communication à faire. Nous allons implanter 8 déchetteries pour que le territoire soit maillé et qu'à proximité de chez lui, l'habitant puisse aller déposer ses encombrants. Et puis nous avons des plateformes multifilières également à mettre en place aux côtés des communautés d'agglomération. Voilà, et on va juste en bref, avant donc de recevoir Monsieur Poumarou, qui ça nous fera un point rapidement sur la commission permanente qui a eu lieu à Terre-de-Bas, n'est-ce pas? Donc oui, c'était aujourd'hui une commission permanente à Terre-de-Bas où les élus et plusieurs techniciens, je crois, plusieurs techniciens de la collectivité régionale. On reviendra dessus tout à l'heure avec vous, Keïssa, il n'y a pas de problème. On va recevoir Monsieur Poumarou qui est directeur général de l'Archipel, qui va nous faire un point, puisqu'on sait que l'Archipel, après Maria, a subi de grosses conséquences, n'est-ce pas, Danick? Tout à fait, effectivement, on reçoit donc Gérard Poumarou dans des conditions qui ne sont peut-être pas les mêmes que l'année dernière, parce que l'année dernière, il prenait place, on le rappelle, à la direction de l'Archipel dans des conditions tout à fait favorable. Cette année, il y a eu donc le passage de l'ouragan sur la structure Archipel de Bastia, qui est quand même un bâtiment créé il y a une vingtaine d'années. Gérard Poumarou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Dites-nous en 2 mots, qu'est-ce qui se passe à l'Archipel du point de vue structurel? Je parle simplement du bâtiment. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a 2 exutoires sur le volcan, la salle principale, qui sont partis donc durant Maria, et l'eau s'est engouffrée et donc est rentrée dans la salle et a inondé un peu toute la salle et une partie du matériel de sonorisation sous-sol. La grande salle. La grande salle. Ouais. Donc ça a fragilisé aussi le hall d'entrée. La galerie Catan, ce qu'on appelle la galerie Catan. Donc voilà, nous avons eu quelques dommages assez importants. Qu'est-ce qui se passe pour la programmation? Parce que tout le monde, vous le savez, attend chaque année au mois de septembre, au plus tard au début octobre, la programmation de l'Archipel. Où en sommes-nous? Alors, de ce fait, j'ai dû revoir effectivement la programmation par rapport au spectacle qui était principalement programmé dans la grande salle. Donc certains sont reportés, d'autres sont annulés. Parce que les compagnies, carrément. Oui, il y a certaines compagnies, notamment les compagnies qui viennent de très loin. C'était une opportunité que nous avions notamment avec la Martinique, en collaboration avec la Martinique, et ces compagnies, nous ne pouvons pas les reprogrammer de sitôt. Donc ça veut dire que votre programmation est totalement perturbée en ce moment? Tout à fait. Et donc nous essayons d'y remédier avec mon équipe. Oui. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a la salle Génie Alpha que nous essayons de... Combien de places à la salle Génie Alpha? 112, pas beaucoup. 112. Mais des conditions techniques optimum quand même. Oui. Et puis que nous essayons donc de redynamiser, remettre en œuvre, quoi. Et je pense que ça ne va pas tarder. Oui. Et donc à partir de là, la programmation, pendant un certain temps, le temps que les travaux soient effectués, va surtout se concentrer donc sur la salle Génie Alpha avec des spectacles forcément de Alors je pose quand même la question, comment réagit l'équipe? Parce que est-ce qu'ils sont en chômage technique ou pas du tout? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que s'il n'y a pas de programmation, ça veut dire qu'il y a moins de personnel en place, non? Non, justement. Il y a une programmation justement que nous sommes en train de revoir, comme je le disais. Oui. En fait, nous essayons de reprogrammer, recalibrer un certain nombre de spectacles pour la salle Génie Alpha. Puis, par ailleurs, nous avons aussi un volet que nous mettons en œuvre avec le partenariat et l'accompagnement du conseil régional et de son président, donc, concernant un volet hors les murs.
que l'archipel a connu il y a bien des années. Oui. Donc nous allons remettre en œuvre et ça c'est un volet, c'est du travail très très conséquent. Alors du point de vue, je reviens un petit peu du point de vue structurel, j'imagine que les tutelles de l'archipel ont réagi. Est-ce que, je sais, vous m'aviez parlé d'une réunion qui devait se faire la semaine dernière, qu'est-ce que ça a donné concrètement? Concrètement, ça donne, vous savez, hein, ce bâtiment, donc, c'est le propriétaire en est le conseil départemental. Oui. Donc le conseil départemental a un certain nombre beaucoup de charges en ce moment. Donc il s'agit aussi pour eux de mettre en place un certain calendrier. Nous attendons ce calendrier pour ce qui nous concerne. Mais les diagnostics sont pratiquement faits. Maintenant, nous commençons à mettre en œuvre un peu les choses avec le conseil départemental. Alors, du point de vue de la salle, la grande salle de l'archipel, elle pourrait être fonctionnelle d'ici combien de mois à peu près? Pour l'instant, je ne peux pas m'avancer. J'attends vraiment d'avoir un calendrier précis de par, vous savez, les entreprises aussi sont toutes sollicitées en ce moment, surtout sur les structures publiques. Donc, et puis aussi, il y a toutes les procédures aussi procédures de marché que vous connaissez. Oui. Donc, nous attendons de voir un peu. Je ne peux pas donner de date précise pour l'instant. Même pas une fourchette, même pas une fourchette. Oh, c'est pas comme le centre des arts quand même. Non, loin de là, ça n'a rien à voir. Oui. Non, c'est loin de là. Et puis il y a une réactivité quand même de la part du conseil départemental qui a été totale dès le lendemain du sinistre. Donc j'espère quand même qu'en milieu d'année 2018, nous allons récupérer. En milieu d'année 2018, parce que vous savez que ce qui se passe en Guadeloupe, c'est qu'il y a un déficit de salles. Vous étiez à Sonis a eu quelques petits soucis, mais enfin, ça s'est arrangé. Le centre des arts, on n'est toujours pas là. L'archipel est un lieu où certains artistes guadeloupéens ou étrangers pouvaient s'exprimer. Ça veut dire que c'est une salle de moins pour l'instant en Guadeloupe? Pour l'instant, mais nous essayons vraiment de pallier à cette situation le plus rapidement possible. Oui. Et c'est pas trop difficile à gérer au niveau du quotidien parce que, enfin bon, je connais un petit peu la structure, me pose la question comment les gens à l'intérieur réagissent parce que moins de spectacles, c'est moins de mobilisation, et bien c'est toujours la même facture à la fin du mois quand même. C'est-à-dire je parle des salaires. C'est-à-dire que c'est un travail qui est très important justement de reformatage de la programmation. Oui. Nous étions encore en séance de travail tout à l'heure, nous serons encore cet après-midi. Donc il s'agit aussi de contacter des compagnies, de recontacter des compagnies, voir de nouvelles qui n'étaient pas prévues. Il s'agit pour nous de mobiliser toute l'équipe technique, car en fait il faut faire aussi. Ils ne sont pas un peu démobilisés justement après quelque chose de ce goût-là? Est-ce que les gens ont l'envie ou bien est-ce que vous sentez que bon, tout le monde veut reprendre? Tout le monde veut reprendre, assurément. Oui. Tout le monde veut reprendre le plus vite possible, on s'y met tous. Oui. Et croyez-moi, l'équipe elle est dynamique, dynamisée encore plus. Oui. Et justement, il y a aussi toute cette problématique de faire vivre la région de l'Astère. Oui, c'est ça, justement. Et on sait que l'auditorium aussi a été un petit peu abîmé, on peut le dire comme ça. Donc, ça signifie que du point de vue du spectacle même vivant, on a des problèmes en ce moment en Guadeloupe. Oui, mais bon, les choses se mettent en place petit à petit. Dans quelques temps, je pense que nous aurons trop de salles à la limite. Ah bon? J'espère que nous aurons beaucoup de salles. Vous êtes optimiste? Oui, il faut rester optimiste pour le monde artistique et culturel qui est très foisonnant en Guadeloupe. Oui. Et je reste optimiste en ce qui me concerne. Alors, est-ce que, quand même, bon, parce que les gens qui nous regardent ici ailleurs vont vous poser la question, on vous la pose pour eux, quels sont les temps forts? Comment, premièrement, la programmation peut démarrer quand exactement? Enfin, ce qui reste de la programmation, parce que visiblement, oui, enfin, je ne sais pas, habituellement à cette période-là, il y a votre livret avec... Voilà. Est-ce qu'il va sortir ce livret? Il sortira, pour l'instant, nous allons communiquer par à coup, car en fait... Au coup par coup, c'est ça? Au coup par coup, voilà. Oui. Nous espérons dès la mi-novembre commencer les spectacles, d'ici une dizaine de jours. Avec quoi? Vous ouvrez quoi avec cette année? L'année dernière, c'était Dominique Coco, je crois. Oui, mais la com, on ne pourra pas vraiment parler d'ouverture, car en fait, ce sera une programmation qui sera faite en Génie Alpha, de spectacles qui étaient prévus en Génie Alpha. L'ouverture de l'archipel, ça a toujours été quelque chose de grandiose. Mais oui, justement, donc, ça va nous manquer quand même. L'ouverture, mais peut-être que nous attendrons, peut-être que nous aurons une très belle ouverture avec une salle complètement reformatée. Oui. Et donc, nous réservons, je pense, ce terme d'ouverture
pour ce moment fort que nous aurons. On peut dire janvier, février? Non, pour la salle Anacaona, je dirais plus après avril. Après avril? On espère. Alors, on espère. L'autre incidence, est-ce que le fait qu'il n'y aura pas de recettes, ça va influer un petit peu sur le budget, je veux dire du point de vue financier? Quelles conséquences ça peut avoir sur l'archipel? Bien évidemment, il y aura toujours des conséquences au niveau des recettes. Oui. Toutefois, l'archipel, c'est une scène nationale, donc une structure, une institution qui est subventionnée par le conseil départemental. Donc les subventions n'ont pas baissé, non? À condition qu'on les mette en œuvre. Ah, ça c'est un autre problème, ça. Non, c'est pas un problème, c'est ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire que nous travaillons sur ce volet, donc sur Génie Alpha, mais aussi un volet hors les murs qui est très lourd et que l'archipel ne pouvait pas se permettre pendant bien des années, et ce sera très budgétivore. Parce que vous en aviez parlé avant du hors les murs, enfin petit avant même l'ouragan. Qu'est-ce qui va être programmé hors les murs, qui risque d'être programmé hors les murs? Alors justement, nous sommes en train de travailler là-dessus avec le conseil régional, avec les techniciens du conseil régional dans un premier temps. Ce qui est important, c'est que nous allons programmer des spectacles d'artistes locaux, guadeloupéens, mais aussi des spectacles que des Guadeloupéens ne pourront pas voir s'ils ne viennent pas à l'archipel. Par exemple, par exemple, c'est très simple, nous allons programmer la vie de, je ne sais pas si vous connaissez ce grand auteur, historien et ethnologue africain, Amadou Mpateba. Oui, quand même. Oui. La vie d'Amadou Mpateba. Oui. Nous espérons pouvoir proposer... Mais c'est un spectacle made in Guadeloupe ou non, ce spectacle qui vient de l'extérieur. De l'extérieur. Ouais. Nous avons aussi les classiques. Chaque année, l'archipel programme des classiques du théâtre français, mais revus à l'africaine, je dirais, avec la compagnie Marbayassa. Et donc, compte tenu du fait que nous n'avons pas la possibilité de recevoir des lycéens, des élèves en général, nous irons vers eux. Donc dans les hors-les-murs, c'est ça? Dans le hors-les-murs, dans des établissements. Oui. Nous avons aussi, nous avons commencé à travailler avec un groupe de jeunes BMD, de jeunes bastériens, très talentueux, qui mélangent un peu le traditionnel à travers le boulaguel et les musiques urbaines. Donc nous avons un projet que nous sommes en train de mettre en œuvre. Hors-les-murs, tout ça aussi? Tout ça hors les murs. Donc, il faut savoir que le hors les murs, quand même, ça demande une logistique, une organisation qui est considérable, très lourde. Donc, c'est là-dessus que nous travaillons et je peux vous assurer que ça aussi, c'est très budgétivore. Oui, et donc, ça va compenser un petit peu ce qui se ferait dans les murs, le hors les murs. Est-ce qu'il y aura un équilibre entre les deux? Oui, ça va compenser énormément. Il y aura un équilibre avec les capacités que nous aurons avec la salle Génie Alpha. Toutefois, ce volet, je pense qu'il sera assez passionnant de voir un peu, de redécouvrir l'archipel, ce qui a été le cas il y a bien des années, de redécouvrir l'archipel à proximité de la population. Alors ça signifie que quand il y aura un spectacle, compte tenu de la grandeur de Génie Alpha, à peu près une centaine de places, il faut prévoir Gambonnet, comme on dit. Exactement, il faudra de toutes les façons. Au niveau de la billetterie, je parle. Au niveau de la billetterie, nous aurons un dispositif de communication qui sera très, très, très dynamique à ce niveau-là. Et pas de gros spectacle cette année, donc pour la fin de l'année, il n'y aura rien, pas de, pas de Tania Saint-Val ou pas de... Pas encore, malheureusement. Je préfère... Vous savez, le monde artistique a besoin de certitude. Les artistes, quand vous les contactez, vous les programmez, ils bloquent des dates et même... parfois de façon informelle, ils bloquent déjà les dates, ils refusent d'autres engagements. Donc on ne peut pas se permettre de bloquer comme ça des artistes sans avoir la certitude de date. Donc c'est la raison pour laquelle ce que nous sommes en mesure d'assurer, c'est du hors les murs. Donc nous ferons avec les spectacles, il y a beaucoup de spectacles vraiment très intéressants en Guadeloupe, que malheureusement beaucoup de Guadeloupéens ne peuvent pas découvrir. Donc nous allons nous évertuer à le faire. Et aussi les accompagner. Ça, c'est un volet du hors les murs aussi qui est très important. C'est-à-dire que, par exemple, comme ce qui concerne ces jeunes-là de BMD, de Bastère, c'est un spectacle que nous accompagnons. Ils seront en résidence lorsque nous avons d'espace disponible. Ils seront en résidence de travail et après, ils iront présenter ce travail aux Guadeloupéens. Donc, il y a cet accompagnement aussi pour ces jeunes professionnels et en cours de professionnalisation que nous allons continuer à développer. Alors, les lianages qui se fonctionnaient avec soit Sounis, soit avec l'Atrium de Fort-de-France cette année, enfin, pour cette fin d'année, il ne faut pas y compter.
Sous une autre forme. Sous une autre forme, en fonction de... justement, là, il faut, comme je le dis, c'est un travail précis d'engagement. Quand des contrats sont signés, il faut les respecter. Donc, il faut bien discuter avec les uns et les autres de ce que nous sommes capables de faire. Par exemple, effectivement, Badon Pateba, c'est un spectacle que nous faisons avec la Martinique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le hors les murs nécessite des spectacles qui soient adaptés. Donc c'est le cas pour ce spectacle-là, c'est le cas pour la compagnie Marbayassa, c'est le cas pour ces jeunes. Ce sont des spectacles qui sont adaptés hors les murs, techniquement, et aussi au niveau de la population que nous allons... Alors, je me rappelle, hein, du hors les murs qui se faisait vers Trois-Rivières, vers Basse-Terre, ou même au-delà, un petit peu plus loin, jusqu'à Petit-Bout. Quel va être le champ d'activité du hors les murs tel que vous le voyez, géographiquement parlant? Ah, moi, je le vois sur toute la Guadeloupe. Ah, toute la Guadeloupe, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ouais. Ce qu'il y a d'important, c'est surtout en fonction des collectivités qui seront en mesure de nous accueillir, parce qu'il va y avoir quand même une légère participation. Et ça va demander une participation financière légère, très purement symbolique. Ouais. Et c'est surtout aussi de la capacité des espaces à nous accueillir au niveau de la logistique. Oui. C'est-à-dire d'avoir tout, l'électricité, de quoi s'installer. Alors, les 10 à 15 000 personnes qui nous regardent en ce moment, chaque midi, vous leur dites quoi pour les prochains spectacles de l'archipel? Je ne parle pas seulement des Bastériens, mais des Guadeloupéens d'une manière générale. Voilà, ce que je leur dis, c'est que nous allons venir vers vous. Oui. Ça, c'est une première des choses. La première des choses, nous allons venir vers vous. Et même si vous ne pouvez pas venir voir certains spectacles, d'une part parce que c'est trop loin, ou alors parce qu'il n'y a pas de place, suffisamment de place, nous viendrons jusqu'à vous et nous allons vous présenter du bonheur et de la beauté, je l'espère. Le grand parc de l'archipel servira cette année. Exactement. On faisait Voukoum, tout ça, etc. Exactement. D'ailleurs, nous étions en séance de travail. Nous allons collaborer cette année, encore une fois, on me dira encore une fois, mais les 30 l'année Voukoum, c'est quand même un événement qui va durer toute l'année. Nous allons collaborer avec Voukoum. Ça va démarrer quand, ça? En début janvier. Je laisserai à Voukoum le soin de communiquer sur son année. Notre collaboration à nous, ce sera le premier week-end de janvier. Comme toujours, le décathlon masse, l'ouverture de saison pour le carnaval à Basse-Terre. Ce qu'il y a d'important, c'est que nous accompagnons Voukoum, surtout sur le volet 30 l'année, c'est-à-dire qu'il y a tout un volet historique, évidemment, patrimonial, que cette association désire remettre au goût du jour. Donc nous allons les accompagner sur ce volet-là. Et donc notre décathlon sera beaucoup marqué par ce côté historique et aussi toute l'ambiance de Voukoum. Alors, je suis obligé de vous poser une question sociale. Pas de perte d'emploi, rien du tout. Les gens qui vous regardent aujourd'hui doivent être rassurés. L'archipel continue avec son personnel tel qu'il était prévu, ou bien il y aura des prestataires qui vont disparaître, non? Non, pas du tout. L'archipel continue car en fait, nous avons des projets. Oui. Nous avons d'autres projets. Heureusement que nous avions peut-être dans les tiroirs ce projet hors les murs. Oui. Mais je peux vous assurer que nous en parlions ce matin. Il est très très lourd et ça mobilise vraiment toute l'équipe, tant les relations publiques, surtout l'équipe technique, vous imaginez, que l'administration. Donc tout le monde est mobilisé là-dessus. Par ailleurs, vous savez que travailler avec les collectivités, ça demande beaucoup de présence et d'acharnement. Et de réunion. Et de réunion, et de ténacité. Oui, bien sûr. Donc voilà, nous sommes partis pour cela cette saison. Ben, écoutez, Gérard Poumarou, on vous remercie d'être venu. On rassure donc tous les gens. Et puis, comme on le dit souvent à ZCL, vous êtes ici chez vous pour la promotion, il n'y a pas de souci. Dès que ça va démarrer, nous serons toujours heureux de vous accueillir, ou d'accueillir les artistes de l'archipel pour Bazoton Fosse, parce que nous méritons Fosse là quand même. Ah, merci grandement, nous besoin tout bonnement, parce qu'en matière de communication, ça a un genre spécial. Mais nous que Bazoton Fosse, ça, sans problème. Merci. C'est pour ça, nous là, et nous que continuer. 12h53, on continue avec Mendy. Merci Dalik, et je propose justement qu'on voit ce sujet sur le GTG qui s'est donc réuni aujourd'hui pour faire le point sur la situation des travailleurs du peuple, un récapitulatif avec un sujet de Maxime Morel. Sujet qu'on va voir tout à l'heure. Je propose qu'on le voit directement après la page publicitaire, puisque c'est l'heure de la pub. Et nous sommes en direct, on ne l'a pas dit, en direct de RHT. Je l'ai dit. Ah, mais je ne l'ai pas dit. Et de C10 autant pour moi, et C10 FM, la 103. On se retrouve tout à l'heure.
Retour sur le plateau du ZCL en direct de C10, 103 FM, de RHT aussi, et en compagnie de Keïssa et de Mendy. On va revenir tout de suite vers l'information avant de retrouver Béatrice en direct de Terre de Haut. Alors, c'est Mendy. Oui, on va enfin pouvoir annoncer aux téléspectateurs qu'effectivement, il y a eu une conférence. Alors, je vais on va le voir pour de vrai. Alors, c'était vraiment ce matin une conférence de presse de l'UGTG où ils ont réuni toutes les fédérations, toutes les unions, et visiblement, l'UGTG est en train de préparer un grand mouvement social, puisque, outre cette première réunion UGTG, on peut dire comme ça, M. Domouta a annoncé qu'il devrait contacter les autres organisations syndicales, et dans les semaines qui viennent, je ne sais pas, il dit Difeke Limé, alors on va attendre voir. Bon, ben, on écoute justement Elie Domouta au micro de Maxime Morel. L'ensemble des organisations, des unions à l'UGTG la jeune là, donc nous tout fait constat à travers des congrès, à travers des réunions qu'elle nous fait, et nous obligés de passer à l'offensive. Parce que plus de 40 ans, nous adons une offensive, mais qui surtout pour médecine ça nous jani. Alors que nous croyons que jeune là, il faut nous passer à l'offensive, nous passer à l'attaque, et c'est nous qui fait des propositions au pays là. Dans les hôtels, on a des problèmes, dans la fonction publique, on a des problèmes, on ne peut pas de l'eau, on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas lumière, on ne peut pas rester comme ça à garder, on ne peut pas logement, on ne peut pas social, les camarades dit, donc on ne peut pas dans un pays à 400 000 habitants là, et qui chaque fois on dit qu'il y a un statut politique qui doit conforme pour eux, puisque nous n'y mettons, nous sommes présidents du comité d'aglo, nous sommes sénateurs, nous sommes députés, nous sommes régions, nous sommes départements, nous sommes toutes, mais seulement ce ne sont que des images, et c'est mon ça, il ne faut pas prendre responsabilité, quand il s'agit des points, je là, nous ne pouvons pas de l'eau, nous ne pouvons pas lumière un pays là, tout le monde a souffert un pays là, mais c'est qu'il ne faut pas oser parler, ou sinon des fois il faut rester caché pour parler, et bien nous ne pouvons pas parler par rapport à cette situation là, et il y a que vrai nous, l'État français qui est vrai nous, déjà les représentants de l'État qui sont vrai nous, et nous faisons ça, il y a fait pour nous mettre le monde à jour. Il faut nous faire un bitin vers les travailleurs dans le premier temps, puisque les travailleurs c'est eux qui ont souffert, et la population là aussi qui accompagne nous, puisque le peuple a souffert aussi, tout en nous attendant tout partout sur les différents radios, différentes télés, il y a une souffrance générale, et chaque fois il s'agit de voter, et c'est même le peuple là qui va dire comme ça, ouais, viens voter, après il n'y a pas de monde pour représenter eux, parce que des fois même on a ça passé à 2 mois, 5 fois à 4 des monde, et là au business aujourd'hui là, après c'est dans 6 mois il y a recevoir, donc c'est pas possible ça, je dois faire nous capables de dire un pays Guadeloupe, qu'à nous voulons pour la santé, qu'à nous voulons pour les hôtels, qu'à nous voulons dans la fonction publique et qu'à nous voulons de façon générale pour le pays Guadeloupe. Voilà, merci donc à l'UGTG. Bon, on va faire tout de suite un saut vers Terre de Haut où se trouve notre chroniqueuse Béatrice Perriot. Béatrice, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, bonjour Mendy, bonjour Danick, bonjour Keïssa, je crois. Oui, Keïssa, effectivement. Et tous les auditeurs du ZCL. C'est notre nouvelle recrue. Alors, avant même de parler de cette opération faite autour du Béatrix, je précise bien le Béatrix, quelles sont les dernières nouvelles de Terre de Haut? Écoutez, nous allons bien. On dira que la vie reprend tout doucement. On peut, là, tous les restaurants vont quasiment ouvrir cette semaine. Oui. Les hôtels aussi ont fait peau neuve, oui. Donc et puis les premiers bateaux seront au rendez-vous premier bateau de croisière à partir du 31 octobre. Donc on est content, le soleil est magnifique et puis on a un temps superbe à Terre de Haut. Alors vous savez que Béatrice, vous êtes vue en ce moment en France, en Martinique, un peu partout. Donc les gens qui avaient l'intention de venir à Terre de Haut et qui se disaient oui, cyclonate, crasé, toute bite à Terre de Haut, qu'est-ce que vous leur dites? On les rassure. Alors c'est vrai que bon, nous avons subi quelques dommages, les plages ne ressemblent plus vraiment, les plages sont magnifiques, mais on dira que la végétation a quand même été touchée, on a des cocotiers qui sont tombés, donc il ne faut pas s'attendre, effectivement, on ne peut pas dire que, que c'est à l'identique, les plages sont toujours très belles, elles sont très propres, accessibles, les sentiers praticables, mais c'est vrai que la végétation a été touchée. Alors, est-ce qu'il y a encore des tourments d'amour dont sont friands notre ami Mendy? Je me souviens bien. Oui, et j'attends toujours Mendy, n'est-ce pas? Oui, les tourments sont toujours là, les petites crêpes de poisson. Ils m'attendent. Ah ouais, ils vous attendent, voilà. Et les restaurateurs aussi, avec de très belles recettes et de très beaux plats à vous proposer tous. Bien. Deuxième chose, du point de vue du cours bouillon de poisson chez la restauratrice qu'on connaît bien, ça va se mettre en place progressivement? Mais écoutez, le festival bouillon poisson qui est prévu normalement au mois de juillet, bon, on en est encore très loin,
hein, mais a priori, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas maintenu. Normalement, toutes nos animations, il y en aura de nouvelles. Oui. Et puis celles qui sont déjà inscrites dans le calendrier seront tout à fait maintenues, bien sûr. Par exemple, chanter Noël de Terre de Haut. On en a 2 au calendrier, donc avec de très belles prestations. Je les tiens secrètes pour l'instant parce que nous attendons des confirmations, mais bien vous sûr. Ne serez pas déçus en tout cas pour le chanter Noël, il est Noël tant longtemps. Bien, alors, donc globalement on peut rassurer les gens, leur dire que Terre de Haut est prête à accueillir les touristes qui viendraient de partout, aussi bien de la Guadeloupe. On n'attend que vous, nous sommes là. Et je crois même que, d'après ce que j'ai compris, il y a un gros bateau, on va dire un gros paquebot qui est prévu dans les jours qui viennent, c'est ça? Le 31 octobre, effectivement, on attend le Crystal Serenity. C'est un bateau à passagers, on est sur une belle gamme, d'Annick, avec 1000 passagers. 1000 passagers? Oui, 1000 passagers. C'est vrai que c'est un très gros... Mais il n'y aura pas assez de tourments d'amour pour tout ça. Je pense qu'elles seront au rendez-vous. On avait fait effectivement l'escale inaugurale l'année dernière, donc il est magnifique. Et puis on attend son petit frère, je viens de l'apprendre, le Crystal Esprit, 800 passagers, certainement programmés pour 2017 et 2018. Donc on a plein de nouveautés aussi et on est très ravis de recevoir nos croisiéristes pour la saison 2017-2018. Alors samedi dernier, il y a 3 personnes qui ont été vraiment mises à l'honneur à Terre de Haut, Franck Boudet, Logan Cassin et Guanaël Pinot. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu pourquoi ces gens-là ont été honorés? Oui, alors on a tendance, c'est vrai, à ne pas... Il y a certains actes qui sont passés quelquefois sous silence ou parce qu'on pense que c'est tout à fait naturel ou parce qu'on est négligent avec les autres. Et c'était important pour nous d'honorer Franck Boudet, Cassin Logan et Pinot Guanaël parce qu'ils ont fait acte de bravoure. Le premier, Franck, qui est chef mécanicien sur la navette Béatrix. On les voit en ce moment à l'antenne. Alors, Franck, c'est celui qui est à le polo rose, voilà, en partant de la gauche. Oui, en partant de la gauche. Voilà, donc il est chef mécanicien sur le Béatrix et c'est vrai qu'il s'est distingué puisqu'il a sauvé un petit qui a échappé à la vigilance de ses parents sur le ponton de Terre de Haut. Oui. Et ils étaient tellement éblouis par la vue, donc photo par-ci, photo par-là, et puis le petit s'est glissé entre le bateau et le ponton. Donc il a vraiment plongé et Franck spontanément ne s'est pas posé de questions. Il a plongé, rattrapé le petit. Bien, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et comme il disait, on a souri, il disait que c'est la première fois qu'un homme l'avait autant embrassé. Oui. Son père était tellement... et donc c'était un acte... Ils sont très humbles, donc c'est vrai que pour eux, ils disent ils auraient fait pareil, quelqu'un d'autre aurait fait pareil. Ben non, quelqu'un d'autre n'aura peut-être pas fait pareil. Eux, ils n'ont pas réfléchi et Franck a sauté spontanément. Et c'était important pour nous de le distinguer, de lui dire à quel point nous étions fiers et que c'était vraiment un acte de courage. Alors, dernier mot, Béatrice, c'est pour le Béatrix. Comment il se porte, le navire? Il va très bien. Il va très bien. Nous préparons la saison. C'est vrai que là, nous sommes sur des horaires un peu légers, de basse saison. Mais on dira que tous les bateaux sont plus ou moins au rendez-vous. C'est vrai qu'on en a entre guillemets perdu 2 après Maria. On espère qu'on va pouvoir effectivement que les armateurs pourront les récupérer. Mais le Béatrix est au rendez-vous bien sûr sur ses rotations au départ de Trois-Rivières. Bien, écoutez Béatrice, on a eu plaisir à vous entendre et à vous retrouver en direct de Terre de Haut. Je pense que l'habitude se prendra maintenant de temps à autre, je veux dire un lundi sur 2, de vous retrouver là-bas pour nous donner des nouvelles de Terre de Haut. C'est bien cela? Oui, Danick, mais alors sur la photo effectivement vous avez vu Franck, mais il y a aussi Logan et Gwyneth qui se sont effectivement distingués parce que c'est quand même grâce à eux que nous avons le Béatrix encore aujourd'hui parce qu'ils ont pris des risques effectivement au lendemain de Maria pour aller récupérer le bateau et éviter qu'il aille s'échouer. On ne sait où. Voilà, merci. Merci à vous et puis on vous attend tous à Terre de Haut. Pas de problème, nous sommes là. Surtout, je connais la matrice des tourments d'amour. Je suis sûr qu'elle ne manquera pas de venir vous voir. Voilà, en direct de Terre de Haut, Béatrice Perrault. On ne va pas quitter les Saintes puisque aujourd'hui la région se trouve à Terre de Bas. Et pour faire quoi exactement? Réponse avec Kessia Manlius. Et donc, oui, figurez-vous qu'aujourd'hui se tient
Une commission permanente à Terre-de-Bas où les élus et les techniciens de la collectivité régionale ont effectué des visites de terrain afin de mieux prendre en compte les difficultés auxquelles l'île est confrontée, notamment suite au passage du cyclone Maria. Voilà, Terre-de-Bas en ce moment, donc le conseil régional très actif. Absolument, oui. Faire, hein. Il se déplace, l'autre jour c'était à Augosier, et donc pratiquement M. Chalus il se déplace de commune en commune, il veut faire le tour de l'archipel, et donc je rappelle d'ailleurs que le conseil général était aussi à Terre-de-Bas et à Terre-de-Haut la semaine dernière, et puis voilà, c'est Terre-de-Haut. On continue l'information, il est 13h10, Mendy. Tout à fait, l'information se déplace aussi, on part du côté de Paris, où on parle de l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Comment faire donc de cette différence un atout? Voilà un colloque qui a été présenté donc à la Creole Beach Hotel. Monsieur Patrick Gob l'a donc présenté lors donc d'une réunion à l'antenne de la région Guadeloupe à Paris. Un reportage signé Maurice Cessy, notre correspondant. Étant sur un secteur éminemment économique, puisque nous parlons de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, la collectivité régionale a tout à fait normal de nous accompagner dans cette démarche. J'en profite aussi pour remercier un certain nombre d'entreprises locales, comme le groupe Lorette, comme Gardel, comme Air Caraïbes, comme les GMA, qui ont tout naturellement, et d'autres bien entendu, considéré qu'il fallait participer à cette démarche du colloque qui aura lieu le 9 et le 10 octobre prochain en Guadeloupe. Alors, l'intérêt de cette réunion d'aujourd'hui que j'animais, c'était pour faire une véritable coordination pour que les intervenants au niveau national sachent de quoi nous allons parler et surtout pour qu'il y ait une véritable démarche de vérité sur l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, de telle manière que ces personnes présentes, je cite Dassault, je cite Thales, soient en mesure de mettre de véritables passerelles avec nos entreprises locales pour qu'à terme, les personnes en situation de handicap soient plus nombreuses à insérer nos entreprises. Et c'est pour cela, la réunion d'aujourd'hui a permis, je dirais, de caler les différents rendez-vous bilatéraux qui auront lieu dans notre département. Et bien entendu, ce qui est très important, c'est une manifestation qui aura lieu en Guadeloupe, mais c'est une manifestation à caractère national, car nos amis de la Martinique seront présents, nos amis chefs d'entreprise de la Guyane seront présents, et bien entendu, nos amis chefs d'entreprise nationaux à travers un certain nombre d'organismes, puisque je suis missionné par l'UROIOPS et le MEDEF Guadeloupe, de telle manière à ce que nous ayons une véritable manifestation, mais une manifestation qui doit aboutir sur des actions. Non pas une manifestation et après on s'en va, mais une manifestation qui va valider un certain nombre d'actions que nous allons mettre en place, de telle sorte que les chefs d'entreprise guadeloupéens, dans le cadre de la loi de 2005, soient plus en mesure de l'appliquer avec efficacité, mais aussi en respectant la logique économique, de telle sorte que les entreprises doivent demeurer performantes. Alors notre but, c'est quoi? Faire en sorte presque de labelliser les entreprises qui soient performantes en la matière. Je prends l'exemple de Gardel, qui est une des entreprises à avoir signé avec la GFIP, qui montre bien qu'en Guadeloupe aussi, nous avons des entreprises qui sont dans la dynamique de la responsabilité sociale des entreprises et nous n'aurons aucun complexe à pouvoir confronter nos expériences locales avec les expériences nationales, car comme je vous l'ai dit, quand vous avez deux grandes multinationales comme Dassault et Thales sur notre territoire, ça montre bien l'intérêt du colloque et bien entendu l'intérêt que les chefs d'entreprise au niveau national portent aussi à la dynamique économique des Antilles. Et nous vous en parlions hier, la disparition de Mansoso ne laissa personne indifférent. Cette grande dame de la culture qui, au travers de ses actions, a su entretenir, perpétuer et transmettre nos traditions et permettre ainsi aux femmes de s'exprimer sans complexe. Eh bien, le président Harry Chalus a tenu à lui rendre un hommage au micro tout de suite de Charlie Dagonia. Eh bien, nous avons perdu une très grande dame de la culture. À 99 ans, Mansoso qui était pour moi une deuxième mère, une personne qui m'a beaucoup conseillé, moralisé, parlé de l'ancien temps, parlé d'elle quand elle était dans les champs, comme elle s'occupait de tous les bonhommes qui travaillaient dans les champs avec d'autres femmes, comme elle est entrée dans le Goka, comment son fils Guy Conquête a aimé le Goka. Elle a été malade pendant un certain temps et tristement, dimanche matin, elle a décidé de nous laisser, de nous quitter.
Elle a une vie chargée, remplie. Et de notre côté, nous essayons de tout faire pour pérenniser l'histoire de Mansoso. La ville de Bémaro, à l'époque où j'étais maire, nous avons érigé un giratoire à son nom, hein, les Amareuses de Jabrun. Du côté de Jardiland, nous avons donné une rue son nom qui mène au collège et aussi l'espace Guy Conquête, qui a été aussi l'emblème, celui qui a fait connaître le Goka au niveau international. Donc c'est une femme qui est entourée, encadrée par beaucoup d'associations. Je dirais Mme Darmé, Monsieur Pellissier, Gérard Paumer, tous les grands tambouillés, Zagalo, Esnar Boidur, tous les grands tambouillés de la Guadeloupe venaient souvent près de Mansoso. Nous avons décidé depuis quelques années que le grand Ligros de joie tradition se fait à Jabon. Jabon, terre de culture, terre du Goka. Donc, je le redis, c'est vraiment une très grande perte pour moi, pour la Guadeloupe, pour la culture. Donc, on a dit force à tout le monde qui t'aime à Soso, à tout Tambouillé, toute famille. Il ne faut pas la Guadeloupe oublier Madame Lassa. Il ne faut pas oublier Mansoso. Ni Guy Conquête, ni c'est là qui fait tout ce qu'il tient nous avancer en Guadeloupe. Et c'est pour ça que des policiers qui battent de manière à ce que les médias puissent passer tout ça qui est musique à Goka. Je de là, c'est chose faite. Donc, on a pensé que Mansoso, nous qui au Wakaza ici, famille Evely, on a pensé que c'est là pour nous ériger un musée du Goka avec photo à tous les grands noms à Goka, avec photo à Mansoso Adam, un bon buste à Mansoso. Et devant Kazaï, nous sommes en train de négocier avec le propriétaire là pour nous mettre place à Mansoso, un côté un lieu mythique, qui est tout grand les roses qui est fait. Et on a pensé que ça peut être vecteur de tourisme vient là, lit chaque nom, chaque tête, qu'il y a fait pour éviter en Goka. Donc on a dit à la Guadeloupe que nous prenons grand madame. Ah, on fait ça. De retour sur le plateau avec nos invités. Effectivement, nos invités, puisqu'on va parler du festival Bleu Outre-mer, deuxième édition. Pour ça, nous recevons un poète slameur kanak. C'est la première fois que nous recevons un kanak ici en direct. Il parle kanak, mais il parle pas les créoles. Et on reçoit aussi Claude Aya, qui est le coordonnateur de ce festival, un petit peu avec notre ami Audrey. Alors, dites-nous, Cédric, quelques mots sur ce festival Bleu Outre-mer qui a commencé déjà depuis quelques jours. Bonjour, donc voilà, le festival Bleu Outre-mer est un festival pluridisciplinaire qui s'adonne à faire partager en fait des richesses culturelles présentes dans le bassin caraïbéen et dans le monde, d'une certaine manière, vu que monsieur vient de la Nouvelle-Calédonie, qui fait aussi partie des territoires annexés à notre grande France. Nous on dit c'est une colonie carrément. Tout à fait. C'est ça. Justement, alors, quels vont être les temps forts de ce festival? Donc nous avons principalement 3 catégories et un temps fort musical. Nous avons eu de la danse avec des masterclass à la salle Georges Terrer à Pointe-à-Pitre. On a donc une manifestation avec une exposition de la cartographie des jeunes créateurs en Guadeloupe avec 13 exposants. Oui, c'était la semaine dernière. C'est tout le mois, tout le mois d'octobre, au pavillon de la ville jusqu'au 30 octobre, de 9h à 18h. Et une partie musicale avec des invités de la Guyane, de la Martinique, Famkika de la Guadeloupe et Paul Vamo et Chassol de la Martinique du 26 au 29 octobre. Voilà. Et ça se passera où? Au Memorial Act. Voilà, donc la billetterie est sur le site du Memorial Act. Et donc vous pouvez prendre des billets pour un artiste ou un package pour tous les artistes pour toute la saison. Voilà. Alors Paul Vamo vient de la Nouvelle-Calédonie. Combien d'heures de vol pour arriver jusqu'ici? J'arrive de Marseille en fait, je suis basé à Marseille, mais la Nouvelle-Calédonie ça fait 22 heures de vol de la France. De la France, c'est 8 heures pour ici, ça fait 30 heures. 30 Quand on arrive, on ne sait plus quel jour. On arrive, on ne sait plus comment on s'appelle. On parle en créole. C'est vrai. Alors, vous êtes slameur et poète. Mais slameur et poète en français ou en kanak? Les deux, je mélange le français, le kanak, je donne le français avec le rythme kanak, donc je fais un peu de ma salade avec tout ça. Ça fait quoi quand, si on vous donne un petit extrait comme ça? Je viens de là et de là, je suis arrivé jusqu'ici, je viens d'hier et d'hier, je suis là maintenant bien avant moi-même, je viens d'encore plus loin que moi-même et d'encore plus... Bon, ça c'est en français ça. C'est en français, mais avec le rythme, de kanak. Voilà. Ça c'est le rythme du discours généalogique. Donc l'idée c'est de faire sonner le français
mais dans la musique kanak. Et si c'était tout en kanak, ce chose? Et ni pehe ati de mechawe gala koinine. Ngo atehani laka amelate godeningehe. Je pourrais traduire, mais enfin, je vais passer. Oui. Vous voulez que je sois en créole? Non, je rigole. Oui, je pourrais le traduire en créole, mais enfin, je vais passer. Alors, Paul, ce sera quand au Mémorial? Au Mémorial Act, donc on joue le dimanche 29 octobre à 20h. D'accord. Donc à 20h, la billetterie est disponible sur le site Allmall. Allmall et Mémorial Act. Et Mémorial Act. D'accord. Et avant le concert, on a une restitution d'ateliers à 19h. Donc à 19h, ce sera des ateliers qu'on va donner à partir de jeudi et vendredi, toujours au Mémorial Act pour le jeune public, des ateliers d'écriture et d'initiation à la pratique du slam et à la langue kanak. Oui. Du slam kanak. Voilà, on va jouer un peu avec tout ça, présenter un peu le pays parce qu'on est loin, on est cousins un peu par rapport à la France. Oui. On est des territoires d'outre-mer, on ne se connaît pas. Donc l'idée de ces ateliers aussi, c'est de pouvoir parler du pays, tisser un lien. Et de se connecter, quoi. De 9h à 16h, le jeudi 26 et le vendredi 27 octobre. Et le samedi 28 octobre, ce sera pour des ateliers, on va dire, plus pour le grand public. D'accord. De 10h à 17h. Et là, pareil, chacun amènera, l'idée c'est que chacun puisse amener les bouquins qui l'ont touché. Et qu'on puisse faire, chez nous on appelle ça la coutume, qu'on puisse partager tout ça autour, faire un plat littéraire. Non, là ce sera que des livres. On ne va pas les colliers de la coutume, non? Non, là d'habitude on met les colliers, des tissus, mais là ce sera les livres, les mots. Les mots, parce que les mots c'est avec les mots qu'on se lit, qu'on communique. Oui. Donc voilà, donc ce sera un atelier de rencontre, d'échange autour du pays, autour de nos pays, et autour des mots, de l'écriture et tout ça. Tous les ateliers seront ensuite, tous ceux qui vont participer aux ateliers, on va créer un petit spectacle avec tous les textes qui auront été produits. Et on présentera ça le 19, le 29 à 19h avant le concert spectacle. Quand vous arrivez en Guadeloupe pour la première fois, quelle est votre impression générale? C'était fort, c'était très fort. Déjà, quand on est atterri, ça m'a fait penser à chez moi, parce que chez nous, la nature est encore très très présente. Les manguiers m'ont ébloui. Parce qu'à Marseille, il n'y a pas trop de manguiers. Ça, c'est sûr, à Marseille. Il n'y a pas beaucoup de manguiers. C'est la guerre des poubelles en ce moment. C'est la guerre des poubelles. Ah, ils sont fada à Marseille. Et donc, voilà, il y a ça qui m'a touché. Et l'atmosphère, l'air, ce qui se dégage qu'on n'explique pas, qui fait que ça... Il y a quelque chose qui est chargé ici et qui me touche et qui me donne envie de partager. D'accord, et de rester. Bien. Alors, en tout cas, on prend une question de Keïssa. Oui, alors moi, j'aimerais savoir, en fait, est-ce que vous appréhendez un petit peu ce concert, justement? Est-ce que vous pensez, justement, que nos habitants de la Guadeloupe puissent apprécier? Comment voulez-vous les amener, en fait, dans votre univers? Avec sincérité, en étant vrai et avec amour. Voilà. Il a tout dit, avec amour. Avec amour, oui. Sans ça, sinon je serais resté à Marseille. Sinon, je serais resté à Marseille avec mon pastis et tout ça. Un petit peu de peur, non? Toujours, mais c'est de la peur. C'est comme quand on a un rendez-vous avec sa copine, sa première copine. Avec sa première copine, la première fois, on dit oh, si je vais bien m'habiller, là, il faut que... Après, ça passe. Enfin, ça passe, mais normalement. Hein. Dans les meilleurs des cas, ça passe. Mais sinon, ça sert à rien. D'accord. Ok, 13h23, écoutez, on prend rendez-vous. Le premier rendez-vous, donc c'est... Donc vous pouvez déjà passer au pavillon de la ville de 9h à 18h jusqu'au 30. Et la partie musicale, donc le 26 avec Sylviane Sedia à 20h. Qui vient de la Guyane. Femme Kika le 27, 20h, Guadeloupe. Chassol le 28 et Monsieur Paul. On va recevoir Chassol, je crois, demain ou jeudi, je crois, ici. Tout à fait. Et le 29 avec Monsieur Paul. Écoutez, on vous remercie. Bon festival en tout cas. Merci. Je vous remercie. Big force pour vous. Et puis, je ne sais pas comment on dit au revoir en kanak. Et à Saïla. On est là. Je savais, mais j'avais un peu oublié. C'est revenu, 13h23. C'est la brève de Keïssa. Et là, cette fois-ci, on va parler de l'ARS, puisque l'ARS va lancer un 4e plan pour l'autisme.
Oui, donc en effet, l'Agence régionale de santé de Guadeloupe lance une large consultation publique sur le répit des familles dans le cadre de la préparation du 4e plan autisme. Ce questionnaire s'adresse aux familles et aux professionnels. Il est consultable sur le site de la ARS Guadeloupe. Alors attention, prenez vos stylos puisque c'est un petit peu long. www.guadeloupe.ars.santé.fr/concertation-plan-autisme-0. Amen. Donc le questionnaire est ouvert jusqu'à la fin du mois de novembre pour vous permettre de vous exprimer et à l'ARS de connaître vos besoins, vos difficultés ou solutions préconisées. À chaque ARS a été confié le soin de porter une réflexion ciblée sur des thématiques particulières. L'ARS Guadeloupe a été positionnée sur la thématique répit aux familles en lien avec les ARS Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif est de produire une fiche de consensus qui devra identifier les bonnes pratiques repérées ou souhaitées, les conditions de réussite ou les difficultés ainsi que les conditions pour une généralisation nationale et ce qui sera adressé au secrétariat général du comité interministériel du handicap au plus tard le 6 novembre 2017. Oui, au plus tard le 6 novembre, en tout cas, ce concerne le site de l'ARS, si je peux faire plus simple. Franchement, de une adresse email avec autant de points, de slash, etc. Ils ne savent pas communiquer, mais enfin bon, on va se passer. C'est l'heure déjà de la pub, Mandy? Tout à fait. Tout à fait. Vous allez lancer, Mandy, avec plaisir. Oui, nous sommes donc en direct du ZCL.tv, de la 103.fm. C'est là, c'est 10FM, votre nouvelle chaîne radio préférée. Et puis bien entendu, habituellement, nous sommes également sur RHT Guadeloupe à 89.8. On parlera de goût tout à l'heure et d'économie avec Francette Rosamond. A tout de suite. – 13h31, retour donc sur le plateau du ZCL en direct de RHT et c'est 10FM. 103. 103. On salue Jeff. On salue Jeff qui nous écoute et qui coordonne bien cette radio. Qui coordonne bien la tranche depuis 9h le matin. Sinon, on va recevoir Francette dans un instant, mais avant, on va tout de suite parler de goût, puisqu'il y avait donc une école du goût à Saint-François. Exactement. Dans le cadre de la semaine du goût, eh bien, des chefs se sont déplacés sous l'ordre de monsieur Joël Kishna, rencontrer ses élèves donc, de la maternelle, l'école donc Pombiré à Saint-François. Et vous le verrez, à en juger les propos des petits, se sont visiblement régalés. On les écoute au micro de Michel Hérakide. Une coque, c'est pour éviter que les cheveux tombent de la pâtisserie ou de la cuisine. Aujourd'hui, on va faire un gâteau. Oui, un gâteau Jérôme. Alors, dans le cadre de la semaine du goût, chef Joël Kishna et monsieur Pelbako, nous avons tenu à honorer notre présence pour les enfants, justement, pour qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir certains produits du terroir. Nous, cuisiniers, nous sommes défenseurs de la cuisine créole et des produits du terroir, donc nous avons voulu participer à cet événement, justement, pour que les enfants puissent découvrir les légumes et les fruits rares, et aussi casser un petit peu les codes, parce que généralement les enfants reconnaissent assez facilement les fruits qui ne sont pas issus de notre jardin créole, tout ce qui est pommes, fraises, où les enfants tout de suite arrivent à les identifier très rapidement. Et nous, notre but, c'est de mettre en valeur tous ces produits, de les aider à comprendre que ces produits sont des produits d'ici. Bien souvent, ils ne savent pas. Pour eux, encore, la pomme est cultivée ici. Donc en fait, c'est simplement par des jeux, par de la pédagogie, des jeux ludiques, faire connaître le goût, le sucré, l'amer, l'acide, à travers des jeux que nous avons mis en place, des dégustations à l'aveugle, des jeux au niveau de l'odorat qui a pu porter ses fruits, et on a eu de belles réponses, on a eu quand même de belles aventures, un bel échange avec les enfants. Nous avons tenu à la maternelle Pombiré de clôturer la semaine du goût en faisant venir 3 grands
grands chefs, Monsieur Kirchner, Monsieur, dont j'oublie le prénom, Monsieur Miguel, Jean-Noël, qui est restaurateur à la Pointe des Châteaux, et un autre grand chef qui est à Pierre et Vacances. Alors pourquoi? Effectivement, la maternelle, les enfants sont encore petits, mais au niveau des papilles gustatives, tout est à découvrir. Ils ne sont pas encore empoisonnés par la malbouffe. Donc, on a tenu à marquer ce jour en le clôturant par cette découverte de nos produits locaux, des différentes saveurs, avec des chefs qui sont très engagés dans cette découverte du goût. Alors, pourquoi la maternelle? C'est parce que quand les enfants sont très jeunes, ils ne sont pas encore formatés. Et en tant qu'éducatrice, mon équipe et moi avons choisi de clôturer cet événement de manière grandiose. Il y avait également la municipalité qui était présente, mais ils ont dû malheureusement partir. Mais tout le monde était partie prenante à ce projet. Voilà, de la Guyane à la Martinique, de la Martinique à la Guadeloupe, c'est Amazon Caraïbes. Tout de suite, générique. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Francette, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Et j'ai envie de dire, quoi de neuf dans l'océan des yeux? Eh ben, en fait, la transition est toute trouvée, vu qu'on vient de parler du goût avec Mandy. Très bien calculé, vous êtes sérieux. Absolument. Et là, en fait, on vient de découvrir une petite chose qui va sans doute impacter au niveau des aides sur les œufs à couver aux Antilles-Guyane, en tout cas dans les 5 DOM, qu'il y a normalement, le POSEI, qui est une structure des fonds européens qui aide les agriculteurs, à travers l'ODEADOM, qui est l'organisme qui donne ces aides, elle donne trop d'argent. C'est-à-dire qu'un œuf à couver... en fait, là, il y a un trop perçu, parce que normalement, l'aide ne va que sur le transport. Or, le transport, en gros, fait 0,30 centimes d'euros sur un coût approximatif de 0,61 centimes d'euros par œuf à couver. Or, là, on constate que cet organisme donne 0,45 euros. Donc 15 centimes d'euros de trop par œuf à couver. Ça paraît pas beaucoup quand on parle à l'unité, mais quand il y en a des millions, ça fait beaucoup. Donc on a découvert ça. La DAF est en train de faire des contrôles et normalement, il risque d'avoir des correctifs pour 2018, ça c'est sûr, voire des remboursements. Donc là, vraiment, je me dis, nous avons fait un spécial sur les coopératives agricoles. On a découvert des trucs, mais je crois que c'est chaque jour qu'il y a des choses et on se dit, mais comment avec autant d'aide, voire de l'argent versé en trop, qu'on ne soit pas plus performant, quoi. Donc c'est une petite actualité tout à fait chaude. J'ai voulu commencer par là parce que franchement, ça concerne l'ensemble des DOM, donc en Guadeloupe également, en Guyane, en Martinique, voire à La Réunion, voilà, tous les territoires qui sont aidés à travers cette aide européenne. Et on continue toujours sur l'Europe, vu qu'il y a une très grosse actualité cette semaine, enfin qui a même commencé un peu la semaine dernière. Donc en fin de semaine, le 26, 27, 28, se tient en Guyane, à Cayenne, les 22e conférences des présidents des régions ultra-périphériques. Et M. Macron en personne, notre président de la République, ainsi que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, font le déplacement. Ils arrivent donc le 26. On aura d'ailleurs l'occasion de faire un direct avec ZCL jeudi prochain. Et en fait, cette visite est précédée par deux bonnes nouvelles qui sont tombées, une en début de semaine. La première concerne, et puis l'autre tout à fait hier soir, la première concerne que la Commission européenne, le Parlement européen a décidé de flécher 4 millions d'euros entre 2018 et 2020 pour porter tous les projets, il faut financer tous les projets d'innovation des régions ultra-périphériques, donc françaises, anglaises et hispanophones. Donc, on a un peu plus d'argent mis là pour nous aider à développer des projets innovants. Alors, les gens bien utilisés, on espère. Écoute, bon, déjà, vous constatez qu'il y a un périmètre relativement large, vu que l'ensemble des RUP sont concernés. Ce n'est pas uniquement
les hubs français. Donc je pense que quelque part ce sera premier arrivé. Et parmi les Français, on sait qu'il y en a qui sont particulièrement actifs, les Réunionnais entre autres. Donc il faut que nous nous mettons à travailler à sortir des projets. Il y en a parce qu'on a Synergie, on a un certain nombre d'organismes qui font comme ça de la recherche, mais il faut être un peu plus proactif. Et puis le deuxième sujet qui est tombé, je vous dis, hier soir, et qui est pour moi une excellente nouvelle, parce que pour la première fois, la Commission environnement de l'Europe a regardé nos régions, Commission environnement, a regardé nos régions en se disant que nous pouvons avoir un développement énergétique propre. C'est-à-dire que nous sommes autorisés, depuis hier soir, à pouvoir développer des énergies renouvelables, biomasse aux Antilles et bois en Guyane. Vous savez toute la polémique qu'il y a eu à la Margarita. Oui, non, mais bon, ça c'est un autre débat. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand le ministre est venu fin mai, il était question d'une commission d'enquête pour pouvoir voir quelle était la pertinence de tout ça, et jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc, moi je me dis, n'empêche qu'au niveau européen, enfin, on est en train de constater que nous pouvons nous développer à travers la canne, enfin, produire de l'énergie à partir de la canne, et en Guyane à partir du bois. Et ça, pour l'instant, jusqu'à une période récente, ce n'était pas tout à fait autorisé. Donc, vous voyez, il y a une actualité un peu brûlante sur les régions ultrapériphériques. Et puis, n'oublions pas que lors de cette 22e conférence, l'Europe doit nous doit présenter sa nouvelle feuille de route, en quelque sorte, pour les RUP. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'ensemble de nos présidents étaient surtout en train de regretter que ce soit l'Europe avait un aspect très jacobin, voilà, c'était très tatillon par rapport aux RUP. Alors que là, au regard de ce qui s'est passé en Guyane tout à fait récemment, et puis au regard de comment, malgré tout l'argent déversé, on n'arrive pas à se développer de manière optimum. Donc il y a peut-être un étau qui va se desserrer, mais tout dépendra de la pugnacité mais la pugnacité de nos présidents et puis de la pertinence des projets derrière, ça c'est certain. Ils ont entendu là-bas quand même le président Chalus. Absolument, le président Marie-Jeanne. Il y a quelque chose qu'il faut signaler politiquement, c'est que les RUP sont les régions ultra-périphériques. Régions ultra-périphériques. Est-ce que la Martinique est considérée toujours comme une région? Bah oui, de toute façon on fait partie des RUP. Comme d'ailleurs la conférence se passe en Guyane, la Guyane comme la Martinique sont devenues collectivités. Donc non, moi je pense... Bon, en matière de statut, moi je dis toujours, chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, que ce n'est pas un statut qui fait un pays. Vous pouvez très bien avoir tous les statuts du monde et puis en fait les gens qui sont à la tête n'arrivent pas à utiliser la quintessence. Or, donc voilà, on a une collectivité d'un côté, on a un conseil régional de l'autre, on a encore autre chose avec d'autres RUP. Why not? Le principe, c'est on est dans en fait, c'est un choix politique. On est dans le contexte européen. D'ailleurs, de plus en plus des décisions qui concernent notre développement sont prises au niveau de l'Europe. Quand la moindre décision d'aide doit être validée par l'Europe, donc désormais pour moi c'est à ce niveau-là que ça se passe. Et à ce niveau-là, quel que soit le statut, on est dedans. Voilà. Voilà, c'est dit et c'est fait. 13h41, merci à notre ami Français qu'on retrouvera en direct, ce sera jeudi dans le ZCL en direct de Cayenne, bien sûr. Il nous parlera souvent de l'arrivée du gouvernement français, enfin du président du gouvernement français, M. Macron. Et peut-être c'est vrai qu'il vient avec beaucoup de ministres. Mais oui, c'est ça, il y aura tout un aéropage de ministères, de ministres, et on aura l'occasion de nous dire un petit peu. Alors voilà, on retourne à des choses moins classiques. C'était le classico ce week-end entre le PSG et l'OM, c'est bien sûr l'Olympique marseillais. Tout le monde pensait que le PSG allait faire une seule bouchée de cette équipe marseillaise. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme ça. Le match a été complètement nul, 2-2. Mais oui, je l'ai vu, je regardais, moi, je ne vais pas regarder jusqu'à la fin parce que j'en ai un peu marre, mais enfin bref. Et donc, on va retrouver Kélissia, nous dit tout le monde sur les supporters locaux de ces deux équipes. Oui, donc c'était dimanche à Pointe-à-Pitre à l'occasion du match Paris-Marseille. Notre correspondant est allé à la rencontre des supporters. Au programme, les diverses réactions venant des deux clubs, des supporters pleins d'espoir qui y croient jusqu'au bout, nous font part de leur ressenti. Voyons tout cela. Reportage Olivier Moradel.
Bien. On est là, on est présent. Marseille est présent. Ça se passe bien. Mais bon, ils vont pas faire l'enfeu. Alors Marseille est à fond. Alors grave. Obligé justement de supporter Marseille. Oui, je supporte Marseille. Oui, bien sûr. Et là aujourd'hui c'est un joli match quand même. On a réussi à mettre un but avant 30 minutes. Je pense que c'est pas mal. Même si à la mi-temps on est 1-1. Moi j'ai espoir. Comment j'ai vécu ça, ils ouvrent le score, donc c'est bien, mais ils jouent, je trouve qu'ils jouent vraiment au ballon. C'est mieux que l'année dernière, où en fait ils sont venus mettre le bus. Là ils jouent au foot. Bien sûr, avec la grosse ambiance au Vélodrome, les Marseillais ont su se mettre au niveau sur l'entame de match. On su ouvrir le score. J'ai gagné un pari au bar grâce à ça d'ailleurs, grâce à l'ouverture du score contre une Parisienne. Après, bien sûr, le talent parisien a fait la différence. Neymar, sur un coup de patte du gauche, égalise. La deuxième mi-temps va être difficile. J'espère que le Vélodrome va les porter jusqu'à la victoire. Au début du match, j'ai pas trop senti le piège. Les joueurs, Neymar, Mbappé, ils sont pas trop dedans. Mais comme je dis, un match il dure 90 minutes, tu vois. Donc là, c'est la mi-temps. On a, comment dire ça? Là, on regarde comment le match va se dérouler. Car Marseille n'a pas réussi à mettre en place son jeu et pour une fois, je sens que l'OM est là dans ce classico. Mais c'est pas un très grand match non plus. Il y a un peu de perte des deux côtés, c'est un peu compliqué. Mais ça va le faire. Moi j'ai confiance en mon équipe, je sais qu'ils sont là. Et Paris, on verra plus tard. On est en train d'analyser le jeu de Marseillais. Après ça ira. J'ai confiance en mon équipe. On va les prendre. Ici c'est Paris. Très bien. Ton prénom? Ludo. Allez l'OM. Ici c'est Paris. Alors les mecs, avec des bouches là, on va mettre 22e. Et avant de refermer ce journal, un petit point sur la météo. Sachez que nous sommes toujours en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Le temps reste nuageux et très pluvieux, en tout cas dans la journée. Localement, il sera couvert avec des passages d'averses fortes, voire orageuses, surtout cet après-midi. Et également en soirée, l'onde active au T60 draine à l'arrière des remontées pluvieux orageuses susceptibles donc de se poursuivre au moins jusqu'à jeudi. On espère que le vert reviendra. En tout cas, le vert est pas encore arrivé. À l'archipel, ils sont plutôt en rouge en ce moment, puisque la programmation est pratiquement complètement perturbée. On l'a entendu avec Gérard Poumarou, mais il est optimiste, puisqu'il espère faire un certain nombre de manifestations dans ce qu'on appelle le concept hors les murs, c'est-à-dire en dehors de l'archipel. On a reçu aussi en direct de Terre de Haut Béatrice Perriot, qui nous a parlé de l'exploit réalisé par quelques marins du Béatrice qui ont sauvé leur bateau et sauvé aussi un jeune à la noyade. Et puis nous avons reçu Paul Rameau en direct, on peut le dire, de Nouvelle-Calédonie et de Kanaki, puisque c'est un invité du festival Bleu Outre-mer avec le coordonnateur, ici François Rosamond, qui tout à l'heure a terminé avec sa chronique Amazon Caraïbes. Voilà, je veux remercier Keïssa Manlius Roubabel d'être venu en direct avec nous. On va la retrouver demain, et Mendy aussi, bien sûr. On retrouve cet après-midi. Cet après-midi, effectivement, on me retrouve à 16h, comme d'habitude, pour le VCD. Pour le VCD, voilà. Mais comme on dit, Mendy on TV. Voilà, c'est dit, il est... mais oui, on va pas oublier, n'importe quoi. Il est exactement 13h47 minutes. Réalisation Henriksson. C'est bien ça. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. C'est pas Ericsson, mais Henriksson. Et donc, demain à midi, on se retrouve à la même heure pour un ZCL, toujours en direct du C10 FM 103 et RHT. C'est fait. On se quitte.